Aussi pertinent que c'était lorsque Internet est arrivé, le monde pensait qu'on allait être une nation au chômage. On n'est pas au chômage. Au contraire, il y a eu plein d'emplois qui ont été créés, puis avec l'intelligence artificielle, ça va être la même chose. Mais je pense que c'est la première fois que je sens une réelle place à l'innovation. Te voir en innovation dans tous les secteurs, vraiment amener un souffle nouveau. Les gens font « Hey, bien, au Québec, c'est une bonne place. » Un autre élément à démystifier en lien avec l'IA, c'est évidemment tout ce qui est désinformation. Oui, aujourd'hui, on est capable de créer des images qui peuvent avoir l'air tellement réalistes que votre œil humain ne pourra pas reconnaître que c'est une fausse image. Ouais. Les jeunes filles ont besoin de voir des femmes rayonner pour dire « Hey, c'est possible, puis je me reconnais, puis j'ai des frissons, là ça paraît pas. » Alors, bienvenue à Les Connecteurs 3QR. Je suis très heureuse d'avoir Anne Nguyen avec nous, un responsable de l'IA au Conseil de l'innovation du Québec, évidemment. Donc, Anne, tout le monde veut t'avoir. Tu es comme la star en ce moment. On est vraiment, vraiment surexcités. Tu es très influente en innovation. Évidemment, tu te décris comme une fille de data. Oui. D'abord et avant tout, et puis tu as évidemment une influence en santé très positive, et puis là, te voir en innovation dans tous les secteurs, vraiment amener, j'ai envie de dire, une vague, un souffle nouveau quand même, on va le dire. Le conseil était vraiment présent partout avec Luc Sirois, mais là encore plus, je pense que vous faites vraiment une très belle équipe, très solide en ce moment, très en phase avec les réalités actuelles. Donc vraiment bravo. Ça, je fais un peu d'éditorial en ce moment. Mais là, première question que j'aimerais te poser, chose sérieuse. On est en contexte quand même de menaces économiques pour le Canada, pour le Québec. Puis bon, si on est en pleine couverture de la campagne électorale au fédéral. Le budget a été annoncé au Québec. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'on ne couvre pas assez le côté innovation dans les médias. On ne parle pas des investissements qui sont prévus. On ne parle pas du fait qu'il faudrait peut-être miser sur ces forces-là en IA, en innovation. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Bien, en fait, merci de me recevoir. On va le mettre dans un contexte. On est printemps 2025, puis tu as raison, il y a les crises géopolitiques, les mesures tarifaires, le gouvernement qui est un peu chambranlant. Mais je pense que c'est la première fois que je sens une réelle place à l'innovation. Donc moi, je dirais dans l'autre côté, c'est que j'ai été beaucoup témoin de changements, puis à chaque fois qu'il y a eu des coupures budgétaires ou des promesses, ça a tout le temps eu un impact négatif sur l'innovation. Tout à fait. Parce que les gens, tout d'un coup, ils ont des ressources et ces ressources-là, ils disent, tu sais, pour faire de l'innovation, il faut que tu manques un peu de ressources, il faut que tu pousses la créativité, puis là, il faut que tu trouves des nouvelles façons de faire. Et moi, je viens du réseau de la santé. Très souvent, quand on nous demande de faire des coupures, malheureusement, on va couper dans le développement humain, on va découper dans l'innovation. Mais cette fois-ci, le gouvernement, ce qu'il dit, c'est on a besoin d'innover. Parce que la menace n'est pas seulement à l'intérieur de la province, comme à l'habituel, ou à l'intérieur du pays, mais c'est nous contre le monde entier ou contre les menaces qui viennent du monde entier. Et c'est là qu'on dit, hey, dans l'équation, l'innovation est revenue. Donc, quand on regarde la culture d'innovation, il faut des recettes. Puis dans la recette, c'est d'avoir une personne dédiée à l'innovation. Et on a ça au Québec, on a un innovateur en chef du Québec. Il faut aussi avoir toute cette conscience-là de essayer de mettre en place des laboratoires pour qu'il y ait la culture de recherche et développement et la recherche aussi sur des technologies qui sont vraiment disruptives, et on a ça au Québec. Et que ce soit interdisciplinaire. On sait qu'il y a aussi cette volonté beaucoup. Puis Rémi Quirion aussi mise beaucoup là-dessus. Oui, le scientifique en chef du Québec. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, ce duo-là. Puis finalement, l'autre volet, c'est tout le volet culturel EDI. Donc, équité, diversité, inclusion. Donc, ce sont les 3 ingrédients qui permettent à des organisations, des provinces, des nations d'innover. Et au Québec, on a ces 3 ingrédients-là. Donc, parce que, on parlait de laboratoires, d'avoir des laboratoires. Ça, c'est quelque chose
on devrait miser là-dessus, là, finalement. Tout à fait. Pour favoriser cet échange, cette innovation-là oui. Interdisciplinaire, quelque chose qui se fait bien au Québec et au Canada pour être plus compétitif. J'ai envie de te demander aussi, comment on fait pour trouver l'équilibre entre, ça c'est un de tes, je pense, tes chevaux de bataille, mais entre prudence, humanité et opportunité. Oui, parce que quand on parle de progrès de l'IA, évidemment, bon, il y a des gens qui ont peur pour la perte d'emploi, tout ça. On dit, bon, mais on essaye de recentrer ça sur l'humain, mais comment on fait là, pour incarner ça? Là? Oui, mais je pense que l'humain doit être dans l'équation du développement. Puis, chaque humain, dans le développement d'une technologie, a sa voix à porter. Puis, les gens ont peur de perdre leur emploi parce qu'ils se sont fait dire là, que 60% des emplois allaient être transformés ou touchés par l'intelligence artificielle. Puis, eux, ce qu'ils ont entendu, c'est « je vais perdre mon emploi ». Mais je pense que aussi pertinent que c'était lorsque Internet est arrivé, le monde pensait qu'on allait être une nation au chômage. On n'est pas au chômage. Au contraire, il y a eu plein d'emplois qui ont été créés. Puis avec l'intelligence artificielle, ça va être la même chose. C'est qu'il y a plein de métiers qui vont être renforcés par des expertises. Et on va aller enfin à la chasse des, moi j'appelle ça des tâches plates, là, parce que, tu sais, l'IA va venir enlever ces tâches plates-là, répétitives. Et là, tout d'un coup, l'humain va avoir cette valeur ajoutée. Et non seulement ça, il y a des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, qui vont émerger dans les prochains temps. Et moi, je pense que c'est ça qui va devenir important dans l'adoption d'intelligence artificielle, c'est que quand tu es autour de la table pour discuter, quelles sont les tâches que tu as envie de laisser à l'intelligence artificielle, on va être capable de recentrer le jugement critique, l'expertise, l'intelligence humaine pour faire vraiment un partenariat avec l'intelligence artificielle. Puis un partenariat, c'est quoi? C'est dire, bien, les tâches répétitives, c'est toi qui les fais. Quand tu as terminé, moi, je valide ce que tu fais et moi, j'ajoute une valeur de plus qui est mon intelligence humaine. Il faut apprendre à se réinventer, en fait, quelque part. Parce que je pense que, tu sais, c'est comme, tu étais à EAI, Entertain AI, j'y étais aussi, mais pas en même temps, malheureusement, mais puis j'ai quand même pu voir en différé ta conférence, c'était super intéressant. Mais ce que j'aimais, c'est qu'on disait finalement, puis on voyait des exemples de gens, des créateurs, des gens dans la création, c'est les premiers qu'on pense impacter, qui vont perdre leur vocation, finalement, puis on voyait des gens qui disaient, ben non, on a pu miser vraiment sur le côté créatif, miser sur des compétences qu'on veut développer, puis celles qu'on ne veut pas tellement développer, mais qu'on se sentait obligé de faire, bien là, on peut laisser ça à l'IA. Puis tu peux accélérer des processus aussi. Tu sais, parce que quand même, un artiste, tu dis, puis tout le monde, hein, je parle d'un artiste, mais je pense que tout le monde a un esprit entrepreneurial, puis l'esprit entrepreneurial, c'est la survie. Tu veux absolument survivre. Puis pour survivre, parfois, il faut que tu passes plus de temps à des tâches à valeur ajoutée et que tu te substitues de toutes ces tâches-là qui n'ont pas de valeur ajoutée. Puis même un artiste, même si on pense qu'un artiste a la vie extrêmement flamboyante, il y a quand même des tâches répétitives. Puis parfois, c'est de partir sur un canevas blanc et dire, est-ce que les gens qui ont aimé mes œuvres vont aimer celle-ci aussi? Donc, avec l'intelligence artificielle, tu peux te créer des genres de personas pour tester tes œuvres des gens. C'est intéressant, ça. Là, tu dis, hey, j'avais pas vu ça comme ça. Et tout d'un coup, tu viens de te créer une sécurité qui n'aurait pas pu exister si l'intelligence artificielle n'avait pas été là. C'est la même chose, tu sais, quand, disons, tu te pratiques pour un discours, maintenant, il y a des applications qui peuvent te coacher. C'est vrai, Donc, avant, moi, disons, je mobilisais plein de monde en disant, hey, est-ce que c'est pertinent ce que je dis? Est-ce que c'est le bon ton? Mais là, je peux le faire avec un assistant IA qui va venir me coacher en disant, souris plus, tu as l'air C'est ça, il y a comme une analyse biométrique ou je sais pas trop. Oui, exactement. Puis, on peut l'activer dans des applications de visioconférence même. Oui, j'ai vu ça puis tu sais, il faut le faire avec parcimonie, c'est-à-dire pas perdre non plus cette connexion-là, mais tu dis, ça fait partie de mon coffre à outils qui va me permettre de mieux performer. Puis quand je vais me présenter ou je vais faire ma pratique générale devant les vrais humains, bien, au moins, je vais être bien préparé et tout le monde aura gagné du temps grâce à ça. Ben oui, c'est 100%. Puis, bon, un autre, j'ai envie de dire, un autre élément à démystifier en lien avec l'IA, c'est évidemment tout ce qui est désinformation. On est réunis ici, on va avoir, bon, on a un événement en parallèle. Tu étais pas longtemps, là, il n'y a pas longtemps, en train de faire un discours là-dessus. Tu as ouvert finalement l'événement du crime sur la désinformation. On va avoir un panel tantôt auquel je vais participer avec d'autres rédacteurs en chef, évidemment, puis ça va être super intéressant. Mais quand on parle de désinformation, parce que
bon, c'est sûr que l'IA est en train de renforcer aussi certaines méthodes pour créer du contenu falsifié, du contenu erroné, bon, des choses comme ça. Au Conseil de l'innovation, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui se déploient? Mais je pense que la première étape, c'est toujours la sensibilisation. C'est que ça existe aujourd'hui. Puis c'est de dire aux gens, aux citoyens, que oui, aujourd'hui, on est capable de créer des images qui peuvent avoir l'air tellement réalistes que votre œil humain ne pourra pas reconnaître que c'est une fausse image. Ouais. Première étape. Deuxième étape, c'est aussi de dire, vous savez quoi, l'IA peut reprendre la voix de quelqu'un que vous aimez et vous flouer aussi au téléphone. Ça, c'est de la sensibilisation aussi. Donc, parler puis démocratiser où est-ce qu'on est rendu dans les capacités d'IA, pour moi, c'est un des volets les plus importants. Puis c'est pour ça qu'on déploie autant d'énergie à faire des événements, à en parler, pour que les gens prennent conscience. Une fois que tu prends conscience, c'est là que tu peux être vigilant en disant « Hey, à quoi ça ressemble vraiment ?» Quand c'est un humain qui prend une vraie photo versus la machine, on est capable d'identifier les différences. Ou si on n'est plus capable d'identifier les différences parce que c'est devenu trop sophistiqué, bien, on se donne des trucs, astuces aussi pour valider les sources. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup Perplexity. Oui. Moi, j'aime Perplexity au départ parce que ça donne les références. Les sources, oui, c'est ça. Mais là, moi, ce que je dis, même si ça donne les sources, cliquez sur les sources, parce que ça se peut que les sources soient mal interprétées. Soient mal interprétées, où il y a juste une petite phrase. Donc, prenez le temps. T'sais, on a tellement été habitués de se faire dire, l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir accélérer, accélérer, accélérer. C'est vrai, mais on accélère pour avoir plus de temps pour valider. 100%. Ça aussi, c'est de la littératie numérique. Oui. Puis justement, donc, au CIQ, vous faites des ateliers, des formations. C'est auprès de qui, ça, Anne? Est-ce que tu peux rappeler ça, peut-être? Là, on est printemps 2025. Ça fait 1 an et 1 mois que je suis au conseil. J'ai fait 173 représentations, conférences, formations, des longues formations avec tout public confondu. J'ai même rencontré l'association trésorière et trésorier des associations religieuses. Okay. C'est à quel point on est dans tout le spectre. Puis, on s'approche des citoyens aussi, des municipalités qui disent « Ah, tu sais, Anne, est-ce que tu veux juste venir démystifier dans un langage simple, c'est quoi l'intelligence artificielle? » Il n'y a pas de discrimination, on est dans l'inclusion. Exactement, parce qu'il y a trois valeurs pour lesquelles je me lève à chaque matin au conseil. C'est que j'ai un rôle de fédératrice. Puis le rôle de fédératrice, c'est de réunir l'écosystème ensemble qui est expert. Puis plus un écosystème est expert, plus tu as besoin de les mobiliser de la bonne façon pour être sûr qu'on avance dans la même direction. Mais au Québec, on est chanceux parce que tout le monde veut avancer vers l'IA responsable. L'autre volet, c'est être agnostique. C'est-à-dire que je suis un pont neutre dans toute la chaîne de valeur, que ce soit de la recherche fondamentale jusqu'à la commercialisation, jusqu'à l'adoption. Et l'autre volet, c'est l'inclusivité. Donc, inclusivité, c'est pas seulement on réunit tout le monde autour de la table, mais on va voir tout le monde, puis on capte les signaux forts, les signaux faibles, pour savoir où ça l'inquiète. Puis la désinformation, l'impact sur l'environnement, c'est ce qui inquiète le plus en ce moment. Puis c'est important pour moi de l'entendre pour venir rassurer, puis pas rassurer que ça n'existe pas, hein, rassurer qu'il y a une façon de faire pour contrer la désinformation, l'impact environnemental, puis ça passe par les compétences. Puis d'intégrer ça, quand tu dis à tous les paliers du processus, ça, c'est super important. On sait que les gens nous le disent. Au crime, il y a beaucoup de chercheurs. Il y a même Confiance IA qui en parle tout le temps, de dire, bon... Oui, Marie-Pierre, je l'aime beaucoup. Oui, elle fait un très bon travail là-dessus aussi. Il y a eu une sortie médiatique de Luc Sirois. Je voulais revenir là-dessus avec toi parce que ça fait réagir positivement, évidemment. Là. Il a parlé de l'exode des cerveaux. Bon, ça, c'est un défi, je pense, prioritaire aussi, de parler de rapatrier des chercheurs canadiens, tout ça, québécois. C'est quoi le portrait de la situation en ce moment? On a beaucoup de talents dans le milieu du tissu universitaire, mais il y a nos talents qui s'en vont, Bien, en fait, les talents qui s'en vont, c'est peut-être pas la mauvaise chose non plus, mais il faut trouver une voie pour qu'ils reviennent, puis une attractivité pour qu'ils reviennent. Parce que... surtout en intelligence artificielle, c'est tellement une science non finie. C'est le laboratoire vivant,
il est universel, il est international. Puis ce qu'on peut découvrir, que ce soit en Afrique, en Australie, en Inde, en Europe, ce sont tous des données importantes, puis de l'intelligence de plus qu'on peut injecter dans nos façons de faire. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que les valeurs qu'on a de IA responsable sont aussi universelles, puis on veut ces gens-là. Quand il arrive une crise économique, les gens ont peur de leur emploi, mais il arrive quelque chose que peu de gens savent, c'est que sur les bancs d'université, ça se remplit. Parce que les gens veulent se réinventer. Les gens trouvent une façon de continuer à être compétents et surtout pertinents dans la société. Et ça aussi, c'est un grand avantage à prendre. En ce moment-ci, c'est un contexte vraiment unique de voir les bancs d'université se remplir à nouveau. Alors, c'est notre devoir de mettre en place des programmes pour que les gens arrivent au Québec et disent « Hey, on peut gagner en compétences au Québec parce qu'il y a des programmes et il y a des espaces laboratoires pour des chercheurs qui ont envie de venir contribuer au talent du Québec. » Puis il y a comme une exode naturelle en ce moment. À l'inverse, c'est que les gens ont vraiment envie de revenir au Québec. Puis il faut les accueillir. Dans les deux sens, il y a du mouvement. Oui, dans les deux sens, il y a du mouvement. Puis je pense que c'est important, justement, dans la scène internationale, de continuer à faire parler du Québec. Oui. Parce que les gens font « Hey, bien, au Québec, c'est une bonne place parce que on a l'infrastructure pour développer et utiliser l'IA. On a cette culture de recherche et d'innovation, mais en plus, on a toutes les assises de commercialisation. Puis là, ça a l'air un peu coquette de parler de commercialisation, ça a l'air capitaliste, mais c'est quand même un des éléments importants, c'est que nos inventions, ce qu'on découvre, deviennent des produits, puis ces produits-là qui sont créés de façon responsable peuvent être consommés par d'autres au Québec, mais consommés dans le monde aussi. Tu touches à quelque chose, le transfert de l'innovation, la propriété intellectuelle, parce que je sais que Luc m'avait parlé du fait qu'apparemment, on produisait quelque chose comme 10 000 fois moins de brevets qu'aux États-Unis. J'en ai reparlé cette semaine avec la ministre Christine Fréchette. Qui m'a dit la même chose, elle était là, puis elle me disait, on va miser sur les brevets, c'est ça qui nous manque peut-être en termes de compétitivité. C'est quoi le plan de match? C'est quoi la stratégie par rapport à ça? Moi, ce que je propose aux différentes entreprises qui créent, font du recherche et développement, qui créent des produits, c'est de faire deux choses en parallèle. Pourquoi est-ce qu'on... il y a moins de brevets, c'est que quand même, il y a une accélération qui s'est faite grâce à l'IA générative. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir. « Anne, est-ce que tu sais à quel moment j'ai fondé mon entreprise? » Je le sais, quand ChatGPT est sorti, tu as fondé ton entreprise parce que tout d'un coup, il y a un super outil que tu pouvais utiliser, encapsulé à ta façon, qui donne des capacités de plus. Puis tu sais, ça peut devenir un produit RH, ça peut devenir un lecteur immersif pour une vidéo propulsée par l'IA, ça peut devenir la base de beaucoup de choses. Par contre, cette dépendance-là fait qu'on n'a pas une souveraineté numérique parce que OpenAI, s'il décide du jour au lendemain que les licences vont coûter 1000 fois plus, bien, l'entrepreneur va avoir un choix difficile à faire. C'est soit je ferme boutique parce que je ne peux pas payer ce montant-là, ou je paye ce montant-là, mais tout le monde va devoir en payer le prix. Donc, ce qu'il faut faire en parallèle, c'est de se bâtir ces compétences-là et nos propres modèles. Ça veut dire que tu arrives à accélérer ton entrée au marché pendant que tu accélères et que tu confirmes la validité puis la pertinence de ta solution que tu mets entre les mains des gens. Ça veut dire que tu adresses vraiment un problème, mais tu bâtis ta compétence pour qu'à un moment donné, tu fais vraiment comme un transfert vers ta solution originale, québécoise, faite par les talents d'ici. Mais je comprends les gens qui ne peuvent pas faire tout ce chemin en recherche et développement, mais il faut au moins monter en compétence dans sa compagnie ou du moins dans l'écosystème québécois pour avoir ces produits-là. Puis protéger ces modèles-là aussi pour que... Parce que c'est vrai qu'on regarde OpenAI, il y a une partie des modèles qui a été quand même développée à Montréal. Ben oui. C'est quand même... nos chercheurs, ils sont pour beaucoup. C'est impressionnant. Mais ça a l'air de comme profiter aux géants américains en ce moment. Donc ça, souvent, les gens vont venir avec cette inquiétude-là par rapport à ce qu'on développe en innovation. On essaye de peut-être rétablir cette confiance-là en leur disant, notamment avec le quantique, que ben non, ça va profiter aux contribuables aussi. Mais comment on fait peut-être, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de tout ça? Tu amènes un élément de réponse déjà, mais pour la suite en innovation dans d'autres secteurs que l'IA, par exemple? Oui, mais je pense que
il y a deux façons de répondre à ça. Puis la première portion, c'est, oui, je pense que le gouvernement, puis je pense qu'ils font les bonnes choses, c'est ils donnent les bons incitatifs pour qu'on continue à innover, qu'on continue à miser sur la recherche et développement. Mais l'autre volet, c'est qu'il ne faut pas simplement compter sur l'État pour financer. Il faut aller chercher notre fibre entrepreneuriale et prendre certains risques. Puis en intelligence artificielle, on a créé tellement d'appétit parce que là, on voit des robots, on voit des drones, on a oublié qu'il y a des modèles qui sont proportionnels à ce qu'on a besoin de faire. Puis on n'a pas nécessairement besoin dans toutes les entreprises d'avoir le plus gros modèle de langage qui coûte très cher en talent, en maintenance. Tu sais, parfois encapsuler un robot conversationnel complètement dirigé sur ta donnée à l'interne seulement, pas du tout dirigé vers les informations du web, ça peut te coûter 10 000 $. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent prendre ce risque-là. C'est quand même accessible, c'est ça? Oui, c'est plus accessible qu'on pense parce que dans le passé, oui, fallait encore être en mode recherche et développement pour arriver à des solutions d'IA. Mais aujourd'hui, c'est comme si, t'imagines, tu vas dans un magasin, là, puis tu peux prendre déjà sur un comptoir une solution que tu peux brancher. Tu sais, c'est l'imaginaire, parce que c'est immatériel, l'IA de cette façon-là, mais là, de façon matérielle, il y a des solutions off the shelf qu'on appelle, que tu peux déjà utiliser, puis il faut juste être conscient de ça, puis il faut arrêter de penser que c'est inaccessible. Très bien illustré, puis je sais que tu es une femme très occupée. Donc, en terminant, je veux juste qu'on vienne sur le fait que, je pense, si mes infos sont bonnes, demain, tu seras à l'avant-première de Femmes en tech et alors. Oui. Donc, un documentaire d'Elsa Tannous. Je veux en profiter pour peut-être aborder la question avec toi de la présence des femmes dans des secteurs. En tout cas, il y en a de plus en plus dans les secteurs technologiques à prédominance masculine. Tu vas être dans ce documentaire-là en vedette avec 8 autres femmes dans cette situation-là, comme toi. J'aimerais savoir si c'est... pourquoi tu as accepté de participer au projet? Est-ce que c'était important pour toi, peut-être, cette cause-là? Pour moi, puis j'ai des frissons, là ça paraît pas. C'est que je m'implique aussi chez les scientifiques. Là, on voit ces vidéos castées, donc on le voit que je suis issue d'une famille d'immigrants. Puis, chez les scientifiques, qui est un organisme qui existe depuis plus que 35 ans, bien, ils intègrent la science comme un outil pour augmenter la confiance, l'épanouissement. Donc, toutes ces compétences transversales-là qui font en sorte qu'une jeune fille entre 7 et 17 ans est capable de gagner en compétences, puis en fierté, puis son intérêt pour la science aussi, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup en sciences. Puis je pense que les femmes, au départ, moi, j'étais très gênée de prendre, puis je comprenais pas ma place dans toute cette histoire-là. Syndrome de l'imposteur. Oui, un peu. Puis là, tu sais, je me suis rendu compte que les jeunes filles ont besoin de voir des femmes rayonner pour dire « Hey, c'est possible, puis je me reconnais, puis cette diversité-là, une femme voilée qui est en sciences, qui a un rôle de leadership, Cathy Malas, pour la nommer, tu sais, elle permet à d'autres jeunes filles qui se reconnaissent en elle, de dire « Hey, c'est possible pour moi ». Donc, on dirait que je me suis dit « Là, Anne, lève-toi, là, monte ta voix, puis fais en sorte que tu donnes espoir aux autres jeunes filles ». Puis surtout, en technologie, c'est qu'on a tendance de toujours engager les femmes pour leurs compétences douces, tu sais, en communication, tu sais, ce qu'on appelle les soft skills. Mais les femmes... Et on a des compétences techniques assez importantes. Puis là, il faut les mettre autour de la table dans le développement, puis dès le début du développement technologique. Et je pense qu'un reportage comme celui-là, c'est une opportunité aussi de montrer qui on est dans notre 360. Puis oui, je peux m'habiller en robe, puis c'est pas grave. Puis oui, j'ai 2 enfants. Oui, j'enseigne à l'université. Oui, tu sais, puis je me dis, il y a tout cet écosystème-là autour qui fait en sorte que tu regardes quelqu'un, tu dis, si elle est capable, moi aussi, je suis capable. Puis c'est ça le message que je veux passer. Puis oui, tu as bien fait de citer Cathy Malas, mais je pense que tu te hisses très haut aussi. Vraiment, non, c'est vraiment... je pense que tu réussis très bien à date, je te le dis là. Merci. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. On est très contente d'avoir eu à Les Connecteurs 3QR. On va suivre de près tous tes projets. Et puis, est-ce qu'on peut parler
tant qu'à être dans un balado, du balado que vous avez lancé au Conseil de l'innovation. Oui, là. Le balado IA Québec par le Conseil de l'innovation. Dans le fond, on s'est fait une promesse qu'à chaque écoute de ce balado-là, que tu l'aies dans tes oreilles ou que tu l'aies, ça te donne envie de te mettre en action. Tu sais, juste un pas de plus. Tu sais, par exemple, un des sujets, c'était comment faire une veille technologique. Ça a l'air simple, mais il y a plein de gens qui ne savent pas comment faire une veille technologique, surtout dans une techno qui avance aussi rapidement. Ouais. Puis il y a l'éducation, mais il y a le volet inspiration aussi. C'est qu'il ne faut pas réinventer la roue. Puis il y a plein d'entrepreneurs qui sont là, qui disent « Hey, prenez mes idées ». Donc, eux, ils expliquent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Puis souvent, c'est des tout petits pas. Puis on dirait que tout d'un coup, tu dis « Hey, ce petit pas-là, moi aussi, je suis capable de le faire ». Donc, le balado IA Québec par le Conseil d'innovation, là, cette année, il va y avoir 20 épisodes, vraiment très diversifiés. On reçoit Yves Jacquier, on a reçu Chris Bergeron, VP contenu chez Cossette, autrice, chroniqueuse chez Radio-Canada. Wow. Donc, puis des entrepreneurs vraiment de toute taille, là, des PME, des très, très petites entreprises et des grandes entreprises aussi qui sont là pour nous inspirer. Tous les secteurs vraiment sont couverts, dont les médias, en tout cas dans je pense l'épisode 1. Oui, exactement. Je ne vais pas en dévoiler plus. Vous irez voir IA Québec. Et puis, on va aussi mettre les informations par rapport à l'organisme que tu as mentionné. Donc, ça va être mentionné. Grand merci, Anne, vraiment pour ton temps. Merci à vous de l'accueil. Merci encore, Anne. Ça fait plaisir, vraiment.